Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs conseillers consulaires, les ambassadeurs, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs nos partenaires des Trophées des Français de l'étranger, l'AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la Banque transatlantique, le CNED, Centre national d'enseignement à distance, l'EDEC Business School, Mr Fly, Courrier international du groupe Le Monde et France Média Monde, France 24, RFI. Chers amis, chères lectrices, chers lecteurs, je voudrais tout d'abord excuser M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, qui est retenu par ailleurs, et le remercier de nous recevoir ici, dans ce prestigieux palais du Quai d'Orsay, pour cette 8e édition des Trophées des Français de l'étranger. Comme vous le savez, l'événement devait avoir lieu le 18 mars dernier, et il a évidemment dû être reporté avec le confinement. Donc un grand merci à tous pour votre soutien et votre présence et permettre que cette cérémonie des trophées puisse se dérouler avec le succès dont les lauréats méritent ce succès. Il n'était pas question de laisser dans l'oubli nos 7 lauréats de l'édition 2020. Malheureusement, seuls 3 d'entre eux ont pu se déplacer aujourd'hui pour être présents avec nous ce soir, mais tous seront honorés sur la scène du Quai d'Orsay, la maison des Français de l'étranger. Les lauréats des trophées sont les symboles de l'énergie vitale qui anime les Français de l'étranger et qui les conduit à renverser des montagnes. Ils illustrent au plus haut point l'excellence à la française, la capacité d'entreprendre, l'ouverture d'esprit, le dévouement nécessaire pour de tels accomplissements. Bravo à eux et aux 380 candidats de cette 8e session. Actuellement, nombreux sont nos compatriotes hors de France à souffrir avec la crise sanitaire et économique qui frappe le monde depuis le début de l'année. Mais les expatriés sont résilients. Ils savent s'adapter, se réinventer, surmonter toutes les difficultés, mettre à profit leurs expériences et cultures diverses pour en faire des forces et de formidables aventures. Même dans ce contexte, l'expatriation reste une chance. Se confronter à l'autre, perdre ses repères, sortir de la routine, découvrir, s'enthousiasmer, se remettre en question. Quel enrichissement personnel, quelle belle leçon d'humilité. La 8e édition des Trophées des Français de l'étranger, à laquelle vous nous faites le plaisir d'assister, va une nouvelle fois en témoigner. Nous allons organiser également, début novembre, des Trophées des Français de Hong Kong pour la première fois et prévoyons en 2021 de nouvelles éditions des Trophées en région en Asie, à Singapour, en Espagne, à Madrid, et j'espère évidemment une 9e édition ici au Quai d'Orsay avec encore plus de public. Notre souhait est de poursuivre au petitjournal.com notre mission, c'est-à-dire mettre en lumière ces femmes et ces hommes souvent trop mal connus dans leur propre pays. L'an prochain, le petitjournal.com fêtera ses 20 ans. Un bel âge. Depuis tout ce temps, votre journal en ligne est devenu le média de référence des Français de l'étranger. Grâce à notre réseau de partenaires installés dans 69 villes dans le monde, récemment à Chennai, Chiang Mai, Lima, Wellington, Copenhague, toutes de nouvelles éditions, nous entretenons une proximité unique avec les lecteurs. Le petitjournal.com poursuit sa croissance. Plus de 50 000 articles seront publiés cette année et le trafic sur le site a atteint des records avec plus de 30 millions d'articles qui seront lus cette année, en 2020. Chaque jour dans le petitjournal.com, on découvre avec bonheur les portraits de ces Français de l'étranger qui, partout dans le monde, jettent des ponts entre les cultures, entreprennent, innovent, doutent parfois, réussissent souvent, avec une énergie sans cesse renouvelée. Nos compatriotes à l'étranger ont du talent, et vous allez voir que nos lauréats des Trophées des Français de l'étranger 2020 ont un incroyable talent. Merci à la confiance de nos partenaires qui nous appuient au quotidien et pour la réalisation de cette belle soirée. Merci aux membres du jury pour avoir désigné de si formidables lauréats. Merci enfin à tous ceux qui nous soutiennent, ici ou ailleurs, pour toujours nous permettre de grandir et mieux vous informer. Je vous souhaite de passer une inoubliable soirée et je laisse la parole à Antoine Cormery de France 24 qui va une nouvelle fois animer cette soirée avec brio. Merci à tous. Merci Hervé, avec brio, mais avec le masque. Comme le veut la règle sanitaire qui s'impose ici à tous. Merci Hervé. France Média Monde, que j'ai l'honneur de représenter ce soir avec d'autres collègues que je vous présenterai tout à l'heure, est effectivement très heureux d'être partenaire de cet événement. France Média Monde, c'est France 24 et RFI, des médias que vous pouvez entendre où que vous soyez dans le monde avec un réseau de correspondants. Et ce sont d'ailleurs ces correspondants que nous avons sollicités pour faire les portraits sur place
des lauréats que nous allons récompenser ce soir. Donc on va mettre à l'honneur 7 Français qui, dans 7 catégories différentes, ont eu une action assez extraordinaire, et vous allez voir que c'est extrêmement varié, des domaines qui vont de la plongée sous-marine à l'humanitaire, en passant par la culture et la commercialisation des fruits dans une région du Vietnam. Ça va nous faire beaucoup voyager, et ça sera sans doute formidable à l'heure où les voyages sont un petit peu difficiles aujourd'hui à faire. Les pays où nous allons aller sont très variés, de l'Australie à la Jordanie, en passant par la Côte d'Ivoire, le Québec. Et je parlais du Vietnam, où on va faire une vraie pause cette fois-ci, parce qu'on va s'y arrêter à deux reprises, puisque 2 lauréats sont issus, en tout cas mènent des activités dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Les actions qu'on va récompenser sont des actions qui donc déterminent chacune des catégories. Je parlais de l'humanitaire. On va faire un gros plan sur l'action d'un homme exceptionnel, et vous verrez ça tout à l'heure. On est français, donc on a aussi une catégorie art de vivre, évidemment, culture et art de vivre. Une autre catégorie qui est celle de l'entrepreneuriat. N'oublions pas que ce mot est français, même s'il est utilisé aujourd'hui en anglais notamment, entrepreneur. On va parler d'innovation, parce qu'on a aussi des gens formidables qui savent innover. On va avoir aussi un trophée dans le domaine de l'éducation. Et puis on remettra un trophée à un ancien élève de ces lycées français de l'étranger qui sont implantés un peu partout dans le monde et qui forment souvent des élites dans ces différents pays. Et puis il y a le prix du public qui est très important, et c'est par ce prix-là que nous allons commencer ce soir. Ce prix du public, eh bien, il récompense l'action d'un Français installé avec son épouse en Jordanie, quelqu'un qui a fait le tour du monde, en étant particulièrement sensible dès cette époque à son bilan carbone, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas prendre l'avion. Ça tombe bien, on peut quasiment plus le prendre aujourd'hui. Donc il était très très en avance sur son temps. Il a parcouru le monde, et puis il s'est enrichi de culture, parce que les étapes qu'il faisait, vous allez le découvrir dans le film qu'on va voir dans un instant, ces étapes, c'était dans des fermes pilotes qui expérimentaient une agriculture biologique, quelque chose en lien et en respect de la nature et du développement durable. Il a beaucoup appris, et aujourd'hui, eh bien, il transmet aussi ce savoir. Cet homme s'appelle Antoine Bernardaud, et on va découvrir sur ses écrans son histoire. La Banque Transatlantique vous présente les trophées des Français de l'étranger. Plus petits sont les morceaux, plus la décomposition sera rapide. Dans les terres arides de la vallée du Jourdain, ces Jordaniennes régénèrent leurs terres. Pas besoin de machines, juste des cartons, des restes alimentaires et de la végétation. L'idée, c'est de faire en sorte que ce projet soit pérenne et qu'il puisse aider le maximum de fermiers. Parce que les gens font venir du compost de Chine, alors que c'est extrêmement facile, et ça pourrait aider énormément de gens de pouvoir le faire directement au niveau local. Après plusieurs jours de fermentation, voici le résultat. Un compost de qualité très recherché dans la région. Derrière ce nouvel or noir, l'ONG Inaya Permaculture. Créée par 2 Français, Antoine et sa femme Kadidia, elle forme et accompagne les fermiers vers cette transition écologique. Je voulais vous montrer justement les femmes qui échangent sur les techniques traditionnelles qu'on a déjà mis en place, qu'on a nous enseigné ici. Grâce à ces techniques-là, on recrée de l'emploi aussi, on recrée une activité économique, et on arrive petit à petit à les faire retrouver le sourire. Le concept s'exporte aussi en centre-ville. Ce restaurant coopératif a créé son propre jardin sur les toits d'Amman, composé essentiellement d'herbes et de salades. Très très bon. J'aime beaucoup ce projet, il m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui vivent selon ces valeurs, et ça fait beaucoup de bien, parce que ça permet de se dire que c'est réaliste, on peut vivre comme ça. Cette reconnexion à la terre est aussi, selon Antoine et Kadidia, un bon moyen pour limiter l'exode des populations rurales et le déracinement des nouvelles générations.
La Banque Transatlantique vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Par les Français de France, pour ne pas dire mal aimés. En ce sens, notre participation fidèle aux trophées des Français de l'étranger, quasiment depuis leur création, relève de l'évidence. De plus, en tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier établissement bancaire à avoir adopté le statut d'entreprise à mission cette année et à s'être doté d'une raison d'être, comme on dit, la Banque Transatlantique a à cœur de s'inscrire dans les valeurs de son groupe. Groupe dont les objectifs stratégiques du plan 2023 comprennent, de façon tout à fait, je pense, originale, des objectifs qui ne sont pas uniquement financiers. Notamment deux d'entre eux, l'augmentation de 30% des financements de projets à fort impact climatique et la réduction de 30% de l'empreinte carbone du groupe. Le fonds de dotation transatlantique, fonds de dotation créé par la banque il y a une petite dizaine d'années, pour offrir à ses clients et partenaires un véhicule de financement philanthropique clé en main, s'est engagé, alors est-ce le hasard ou plus que le hasard, cette année à financer pendant 3 ans un chantier d'insertion à base de maraîchage biologique situé en région parisienne, que nous avons d'ailleurs avec le conseil d'administration du fonds de dotation visité ce lundi. Aussi, voilà. Compost. Aussi, évidemment, sommes-nous particulièrement heureux de récompenser cette année Antoine Bernardo, dont le tour du monde sans avion, décarbonation dont vous parliez, et puis les actions de formation à la permaculture sont des contributions, évidemment, à la transition écologique poursuivie par notre groupe, dont les impacts, d'ailleurs, sont autant sur le plan du symbole, je pense, avec ce tour du monde sans avion, que par les effets concrets sur la popularisation de l'agroécologie. Voilà, pour finir, et là je vais parler plutôt à titre personnel, j'ajoute que la dimension profondément humaine de votre action, cher Antoine, vous êtes là, pardon, me touche particulièrement. Dimension humaine que d'ailleurs vous venez de rappeler. En écrivant, je vous cite, que Inaya Permaculture and Beyond a la vocation de faire passer un message universel, prendre soin de la terre, c'est prendre soin de l'homme, vous mettez en valeur que l'écologie ne doit jamais oublier de servir l'homme. Parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. J'y vois, pour ma part, une très belle illustration de cette écologie intégrale, magistralement évoquée par le pape François dans sa fameuse encyclique Laudato Si de 2015. Cher Antoine, au nom de la Banque Transatlantique, je suis très heureux de vous remettre le prix du public 2020. Alors, Antoine Bernardo, on va vous inviter à venir sur scène. Pour recevoir ce trophée, le prix du public. Le prix du public. Qui vient donc récompenser votre action autour de cette thématique de la permaculture. On va faire quelques photos rapidement, peut-être. Et puis, voilà, regardez le monsieur qui vous fait signe. C'est pas compliqué, c'est celui qui a un masque. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Antoine Bernardo, pourquoi, dans ce tour du monde que vous avez fait, avez-vous décidé de poser, j'allais dire vos valises, mais enfin plutôt votre sac à dos en Jordanie et y installer, y développer ce concept? Moi, je pense comme pour certains autres lauréats, on va dire que c'est un ensemble une concordance de circonstances, de rencontres, ça c'est évident, surtout lorsqu'on est dans un tour du monde comme ça, qui nous emmenait sans qu'on sache vraiment d'où d'un pays à l'autre, en fonction justement des projets, des personnes qui nous indiquaient, on va dire, quelle était la prochaine étape. C'est comme ça qu'on est une première fois arrivé en Jordanie lors de ce tour du monde. Et puis, voilà, ce qui s'est imposé à nous, c'est-à-dire la situation sur place, une situation humanitaire compliquée. C'est un pays qui est, je le disais tout à l'heure, c'est un grand camp de réfugiés, en fait, la Jordanie. Plus de 65% de la population est d'origine palestinienne, donc avec des problématiques diverses, avec les problématiques de l'eau. C'est une région, on le sait, voilà, il y a peu d'eau. Donc, des rencontres, comme je disais aussi, puisque c'est donc notre professeur en Australie qui nous a dit d'aller en Jordanie pour se former avec lui sur un projet qui est assez célèbre dans le domaine de la permaculture, qui s'appelle Greening the Desert, reverdir le désert.
où justement dans un bout de la vallée du Jourdain, à côté de la mer Morte, il a fait revivre un bout de désert et qui est aujourd'hui une vraie forêt tropicale à visiter. Je vous y invite tous. C'est vraiment un lieu extrêmement, extrêmement inspirant lorsqu'on voit à quoi on fait face aujourd'hui en termes de dérèglement climatique, notamment. Vous avez appris et aujourd'hui vous transmettez des gens de toute la région, mais au sens large, peut-être même du monde entier, viennent vous voir pour voir comment vous faites et appliquer ça en Arabie Saoudite, en Turquie, dans d'autres pays. Voilà, oui, c'est vraiment là aussi impressionnant de voir à quel point, à nouveau, ces problématiques-là, elles touchent, je pense, l'humanité entière. L'humanité entière y est désormais sensible. Et donc, voilà, de pays qu'on n'imaginerait pas, mais que ce soit d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Liban désormais, et puis des gens de France qui viennent nous retrouver. Alors ça, c'était avant le Covid, ça va bientôt être possible à nouveau, pour se former avec nous sur ces lieux emblématiques où justement, la vallée de la mer Morte, comme je disais, c'est un des endroits les plus arides au monde. On est à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Un sol hyper salin, pas de pluie, en gros, toute l'année. Et pourtant, voilà, dans ce lieu-là, on a pu faire revivre la vie, tout simplement. Quand vous voyez le rouleau compresseur que représente l'industrie agroalimentaire dans le monde, est-ce que vous vous dites qu'avec vos petits moyens, vous avez la possibilité d'inverser un jour la tendance avec d'autres bonnes volontés ? Ça commence forcément, comme on a pu nous le vérifier, donc c'est vraiment un mouvement mondial. Partout où nous sommes passés sur la planète, on a vraiment rencontré des gens qui ont cette dynamique de vouloir revenir à des choses qui ont plus de sens dans leur mode de consommation, notamment. Donc c'est vrai que c'est bien de partir justement du supermarché, de montrer aux gens, regardez, qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Forcément, oui, en face, on a des géants économiques et on peut faire ce qu'on peut, nous, à notre petit niveau. Mais je crois vraiment à cet effet démultiplicateur, au fait que de toucher les consciences peut provoquer vraiment des effets inattendus. Et on le voit justement notamment par rapport à certains étudiants qu'on a déjà formés qui ont monté leur propre structure, qui ont développé leur propre dynamique et on les accompagne comme on le peut. D'un mot pour terminer, vous citiez ce matin dans la conférence de presse la parabole du colibri que cite Pierre Rabhi. Oui. Vous nous la racontez en 30 secondes ? Oui, voilà, je pense que donc c'est l'histoire de ce grand feu de forêt qu'on imagine, où évidemment toute la forêt brûle et les animaux fuient. Et puis au milieu de tout ça, il y a le tout petit colibri qui, lui, va, avec son petit bec, chercher une goutte d'eau dans le lac à côté et revient pour le verser sur le feu. Et puis il fait des allers-retours comme ça en permanence. Et la hyène qui le regarde, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu crois vraiment que tu vas éteindre le feu avec ça ?» Et le colibri lui répond « Mais non, je sais bien, mais je fais ma part. » Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. Et je suis ravi aussi que Vincent vous ayez aussi cité le pape François, parce que c'est aussi nous dans cette je dirais, dimension universelle de ces valeurs que moi j'ai aussi trouvées dans l'islam et que je développe justement au sein de ces populations. On a vraiment trouvé un terreau commun dans lequel donc on peut justement passer ces valeurs-là et faire comprendre à nouveau qu'on vient tous de la terre. On y retournera tous, d'ailleurs, et que cet humus, c'est là aussi une citation de Pierre Rabhi, l'humilité vient de l'humus. Et donc on essaie petit à petit de faire notre part aussi à ce niveau-là. Eh bien, merci pour cette étymologie. Merci, bravo. Merci. Antoine Bernardo, prix du public. C'était le premier trophée de la soirée. Le second, c'est le trophée consacré à une action dans le domaine de l'éducation. Alors le lauréat a fait lui aussi un long périple, mais peut-être un peu plus direct, entre la banlieue parisienne et Québec. Il est aujourd'hui éducateur. Il l'était déjà lorsqu'il était en France, éducateur auprès de
public atteint d'autisme. Il a très tôt eu une intuition. Cette intuition, c'est que la musique, en général, et les percussions, en particulier, pouvaient avoir un effet positif et devenir un outil de communication lorsque tous les autres sont fermés ou en tout cas juste entrouverts. Et que c'était une manière, sans doute, le pensait-il, de rentrer en communication, lui qui était frustré lorsqu'il était tout jeune éducateur, de ne pas réussir à rentrer en communication avec ses patients et ses publics. Il a donc mis en place une méthode qui marche, qui a été testée scientifiquement et dont les scientifiques ont pu mesurer l'efficacité, la capacité d'ouvrir aux autres cette communication. Ce lauréat s'appelle Mohamed Goul et voici son parcours. Le CNED vous présente les trophées des Français de l'étranger. Il veut elle veut il, mais ne savent pas comment s'aimer, oh comment avancer. 3, 4, hey! Du rythme, de l'écoute et du partage. Yeah! Bien beau, bravo! Avec des percussions et beaucoup de patience, Mohamed Goul a développé un modèle d'éveil à la musique pour les autistes et personnes dites de la neurodiversité. Le rythme permet de développer la concentration, permet de développer l'attention partagée et de jouer ensemble au même moment. Et par la suite, la création, avec des sons, avec des mots, avec d'autres instruments qui peuvent rentrer. Et donc à partir de là, on peut vraiment créer une culture partageable. Ce qui est tangible dès le départ, c'est qu'il y a une diminution des comportements dits négatifs, des crises, une augmentation de l'intérêt social, une augmentation de l'intérêt face à l'art. Et puis c'est aussi installer un cadre de vie. Des cités françaises de Mérou, dans l'Oise, à la résidence d'accueil qu'il a bâtie au Québec, ce père de famille mélomane se dédie depuis plus de 25 ans à la promotion d'une culture inclusive et inédite. Le besoin est énorme en termes de lieu de vie. Donc la maison École des artistes autistes Le Monde a été créée dans ce sens-là avec un programme pédagogique à l'intérieur. Souvent dans les écoles ou dans les milieux communautaires ou institutionnels, on a 1 heure, 1h30, puis après on s'en va. Tandis que là, on peut vivre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc on peut faire partie de leur quotidien, puis eux d'une autre. Et à partir de là, on peut mieux se comprendre. Aujourd'hui étudié à l'université, le modèle d'approche de Mohamed noue aussi des partenariats en Europe, au Maghreb et en Amérique du Sud. En mai prochain, l'Opéra de Montréal ouvrira ses portes à Mohamed et sa troupe. Un encouragement mérité à garder le rythme et le sourire en musique. Le CNED vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Mohamed Goul est au Québec. On l'a eu en ligne ce matin lors de la conférence de presse. Il s'est d'ailleurs levé très tôt pour être à 9h en duplex avec nous. Mais avant de demander à celle qui va le représenter de monter sur scène, j'appelle David Bouin, le directeur adjoint du CNED, qui sponsorise donc ce trophée. David, venez, je vous en prie. Merci Antoine. Alors moi, je vais avoir la chance, c'est que je vais avoir 2 lauréats aujourd'hui, je crois, parce que Sophie a été lauréate il y a 2 ans, me semble-t-il. Donc je vais avoir mon lauréat Mohamed, et puis je vais pouvoir remettre le prix à Sophie. Alors Mohamed, la première chose que je voulais lui dire, s'il avait été là, c'est le remercier déjà pour tout ce qu'il a pu faire depuis autant d'années. C'est 25 ans qu'il a passé à travailler sur un sujet qui est d'une complexité assez importante, celle de pouvoir travailler sur l'inclusion sociale, sur l'inclusion culturelle, sur l'inclusion scolaire pour un public un peu atypique, un public de personnes autistes, lui-même le dit comme un public atypique, comme un public qui peut avoir des difficultés à rentrer dans un monde social, dans notre monde. Ce public d'autistes, ce public de personnes à troubles du comportement auprès duquel il passe le clair de son temps. Alors ce public-là, cette inclusion scolaire et culturelle pour ce public-là, c'est un sujet que nous, au CNED, on touche du doigt, mais on touche du doigt véritablement de très loin. On aimerait pouvoir œuvrer beaucoup plus que ce qu'on fait. Alors vous savez, le CNED, c'est 2 missions principales. Une mission sur la formation tout au long de la vie d'étudiants et d'adultes en reprise d'études. Et celle qu'on connaît le plus surtout en ce moment, c'est celle de la scolarisation des enfants dits empêchés. Alors empêchés parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils sont sportifs de haut niveau, parce qu'ils sont itinérants, mais aussi malheureusement bien souvent par des empêchements subis,
que ce soit des phobies scolaires, que ce soit des handicaps, que ce soit des maladies. Et bien évidemment, l'autisme rentre dans ce cadre-là. Alors je disais qu'on y touche du doigt de très loin. Pourquoi ? Parce que la scolarité que propose le CNED aujourd'hui est une scolarité classique, linéaire. C'est l'équivalent d'une scolarité en présence, mais portée 100% à distance, avec un accompagnement que je qualifierais de classique, de normal. Et bien souvent, les populations autistes, les jeunes autistes, les enfants autistes ont plus de difficultés avec l'accompagnement que peut présenter un établissement comme le nôtre de manière beaucoup plus classique. L'accompagnement doit être différent, le rapport social doit également être différent. Alors, on essaye de faire un certain nombre d'expérimentations. On mène chaque année sur des petites cohortes des expérimentations. Mais aujourd'hui, les résultats sont difficiles à trouver. Et ce que Mohamed a réalisé, à la différence de ce que nous, on essaye de faire au quotidien, c'est qu'il a réussi à dépasser deux grandes difficultés qu'on peut avoir au quotidien. La première, c'est celle d'un difficile consensus à trouver dans la communauté scientifique, pour ne pas dire aucun consensus dans la communauté scientifique sur le traitement de l'inclusion scolaire pour les enfants autistes. Alors, l'actualité nous fait dire qu'il n'y a pas que pour l'autisme que la communauté scientifique n'arrive pas à trouver de consensus, mais en l'occurrence, sur ce sujet, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a aucun consensus. Mohamed, lui, par ses travaux, a réussi, au moins à Québec, à trouver un consensus scientifique. C'est un premier succès considérable. Le deuxième succès, c'est un succès apporté par le résultat. Aujourd'hui, toutes les expérimentations qu'on a pu réaliser sont des expérimentations qui ont accouché d'un certain nombre de petits résultats, mais pas de résultats sur le volume. Mohamed, lui, a travaillé sur des travaux de recherche très conséquents. C'est plus de 25 000 heures d'analyse, de vidéos, de réactions de chacun des participants à ces ateliers. Et c'est via cette analyse très fine qu'il a pu mesurer les résultats individuels qu'ont pu apporter l'ensemble de son programme appelé Approche. Alors, pour ça, me semble-t-il, et nous semble-t-il, en tout cas au sein du jury, puisqu'il a été unanimement plébiscité, c'est quelque chose de remarquable au sens ça n'existe pas ailleurs, en fait. J'aurais aimé qu'il soit présent parce que j'aurais aussi aimé lui dire que c'est Mohamed le type de personne qu'on aime à rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui probablement, je ne l'ai jamais rencontré mais malheureusement, mais pour l'avoir entendu et avoir discuté à distance avec lui, mais Sophie pourra probablement me le confirmer, quelqu'un d'une empathie probablement extrême, d'un altruisme que je pense au quotidien, et qui je dirais probablement même vers de l'abnégation. Je pense qu'il a passé sa vie à travailler pour les autres, et pour toutes ces raisons, bien évidemment, je pense qu'il mérite largement ce trophée du Français de l'étranger dans la catégorie éducation. On est très fiers de pouvoir lui remettre. Présentante ici Sophie Burbulian, qui est effectivement une ancienne lauréate, comme vous le signaliez, David, ancienne lauréate, et qui va nous parler de l'action de Mohamed. Voilà pour ce trophée de l'éducation remis à Mohamed Goul, sous vos applaudissements. Merci. Alors, Sophie, vous agissez, vous intervenez dans le domaine aussi des publics, alors de la culture et des publics fragiles, vous me le disiez. Vous avez rencontré Mohamed en allant au Québec. Qu'est-ce qui vous a frappé dans son intervention, dans sa manière de travailler avec les autistes ? Bien, je pense que monsieur, vous avez tout à fait fait le portrait de Mohamed. C'est quelqu'un de très, très généreux et d'altruiste. Et il a réussi à développer une méthode incroyable et qui fonctionne. Et c'est ça qui touche quand on connaît Mohamed, parce que le public qu'il a en face de lui, c'est pas forcément facile. Et lui, avec son sourire, avec son énergie et sa méthode, il arrive à faire des petits miracles. Et alors, sa méthode, ça passe notamment par les percussions, vous qui intervenez dans le domaine de la danse. Oui. Vous le comprenez, ça ? Parce qu'au départ, pour lui, c'était une intuition. Oui, c'est le rythme. Avec le rythme, on rentre en contact avec les musiciens, quel que soit leur niveau. Et il part du principe que ce que j'apprends, je le partage.
Donc il faut qu'il y ait des stimuli et qui vont partager avec le reste du groupe. Cette méthode, on l'applique en France aujourd'hui, cette façon de travailler? Pas encore, et justement c'est aussi pour ça qu'on a envie de travailler ensemble et sur une évolution européenne aussi de sa méthode. On est en train d'écrire un projet Erasmus par exemple pour importer sa méthode entre la danse que je représente et le rythme qu'il représente. On aimerait rentrer en communication. C'est la thématique de ce projet. Et l'autisme n'est pas la seule application possible de cette non, méthode qui passe par l'art et la musique? Non, on travaille en inclusion. C'est vraiment notre cheval de bataille, c'est l'inclusion. C'est pas être dans l'entre-soi avec les publics en situation de handicap. On est toujours tourné vers l'autre. Et on pense que l'inclusion, à travers l'art, Mohamed et moi-même, on pense vraiment que l'art est un excellent vecteur pour l'inclusion. Eh bien, on vous remercie beaucoup de cette intervention et d'être venu donc récupérer pour Mohamed Goul ce trophée de l'éducation. On reste dans le domaine un petit peu de l'éducation avec le prochain trophée, le 3e sur 7 au total, donc je vous le rappelle. Ce trophée est celui des anciens élèves des lycées français du monde. Et on va aller en Côte d'Ivoire pour découvrir l'action d'une association qui ne travaille pas seulement en Côte d'Ivoire, mais qui a été fondée en tout cas, une association qui s'appelle Ntakou. Alors ça veut dire aide et solidarité en langue Yakuba. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que RFI parle un certain nombre de langues africaines, si vous ne le saviez pas, parmi les 15 ou 16 langues que la radio mondiale diffuse. Alors c'est une association donc, qui a été créée par une ancienne des lycées français de l'étranger. Elle en a testé plusieurs, non pas qu'elle était mauvaise élève, mais parce que ses parents voyageant, elle les a suivis de Séoul à Kinshasa en passant par Yaoundé. Et son ambition aujourd'hui, elle travaille, elle a un métier. On va la voir d'ailleurs dans l'exercice de ce métier de conseil. Mais au-delà de ça, elle a un engagement associatif et cet engagement est tourné vers les jeunes filles et vers leur éducation dans un certain nombre de pays où effectivement elles sont souvent les grandes oubliées. Et pour elle a créé des bibliothèques où ces jeunes filles peuvent venir découvrir la littérature, consulter des manuels scolaires auxquels elles n'auraient pas accès dans d'autres circonstances. Cette lauréate s'appelle Georgina Siaba. Elle n'est pas là ce soir, mais voici un reportage tourné sur elle en Côte d'Ivoire par les équipes de France 24. AEFE vous présente les trophées des Français de l'étranger. Georgina Siaba est une femme pressée. Diplômée d'une école de commerce, elle se décrit elle-même comme un pur produit des lycées français de l'étranger. Grâce à la carrière de diplomate de son père, elle en a fréquenté 5, de Kinshasa à Londres, en passant par Séoul. Ce qui lui a permis de décrocher un travail à l'agence de coopération sud-coréenne. Dans mes missions au quotidien, je veille à identifier des opportunités d'investissement et d'affaires pour nos entreprises coréennes. Et je fais également un suivi vraiment rapproché en portefeuille des PME coréennes. Non contente d'avoir un quotidien bien rempli, la jeune femme met son temps libre au service de l'éducation en Afrique. Donc voilà, nous sommes dans l'une des bibliothèques que l'association Ntakou, que j'ai fondée et que je préside, a installée en début d'année dans cette école. L'ONG collecte des livres en France et les expédie dans plusieurs pays d'Afrique afin d'y installer des bibliothèques scolaires. J'ai bénéficié d'un enseignement français à l'étranger, j'ai fait mes études en France, j'ai vu le système de bibliothèques municipales, les bibliothèques universitaires et j'avais envie de restituer un petit bout de cette merveilleuse expérience à ma communauté. Cet accès facilité aux livres produit déjà des effets sur les élèves. J'aime lire parce que quand je lis, ça m'aide à bien écrire les mots et puis ça m'aide à bien parler aussi, bien prononcer les mots. D'ici la fin de l'année, 5 petites bibliothèques auront ouvert le jour entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour le bonheur des plus petits. AEFE vous a présenté les trophées des Français de l'étranger.
Voilà donc pour ce trophée des anciens élèves des lycées français du monde remis à Georgina Siaba. J'appelle pour lui remettre Olivier Brochet, le directeur de l'AEFE. Olivier, la parole est à vous. Merci beaucoup Antoine. Merci à Hervé Hérault et au Petit Journal de nous donner l'occasion de nous retrouver ce soir pour de vrai, même si c'est derrière des masques, avec de la buée sur les lunettes. Mais il va falloir improviser, du coup vous n'allez pas réussir à lire vos fiches. Voilà, c'est quand même un très bon moment de pouvoir se retrouver pour de vrai. Ces trophées des Français de l'étranger prévoient depuis 2017, l'agence y est associée avec ce prix pour un ancien élève, une ancienne élève du réseau. C'est un prix un peu particulier dans la série des trophées des Français de l'étranger, puisqu'il peut être desservi à des personnes qui ne sont pas françaises, mais qui, justement, étant passées par ces lycées français du monde, dans lesquels 60% de nos élèves ne sont pas français, ont appris, ont partagé avec nous des éléments importants, non seulement de langue, de culture, mais également de valeurs. Et c'est quelque chose de très important dans l'éducation que nous portons à l'étranger, avec ce réseau extraordinaire qui aujourd'hui compte 532 établissements scolaires dans le monde, qui a encore grandi cet été. Nous avons accueilli 12 nouveaux établissements. Et bien sûr, ce sont des établissements qui portent la francophonie, qui portent l'excellence éducative avec des résultats extraordinaires. Mais ce sont aussi et peut-être d'abord des établissements qui portent les valeurs auxquelles nous sommes attachés, les valeurs humanistes, les valeurs de la République française, les valeurs portées par la culture française. Et parmi ces valeurs, il y a une valeur essentielle qui est celle de la solidarité. Cette solidarité, nous la faisons jouer au jour le jour, chaque jour dans le réseau, y compris en cette rentrée qui est particulièrement difficile. Et j'ai évidemment une pensée pour tous nos élèves, pour leurs familles, pour nos enseignants un peu partout dans le monde qui sont aujourd'hui dans des situations parfois très compliquées liées à l'épidémie qui touche le réseau, mais qui sont tous solidaires, travaillent tous ensemble pour affronter cette crise. Et cette solidarité, elle est aussi portée par beaucoup d'initiatives dans le réseau et puis ensuite par des anciens élèves. Et chaque année, finalement, ce trophée, c'est l'occasion de célébrer ces élèves qui s'engagent au-delà de leur parcours d'excellence, au-delà de leur engagement professionnel, et qui décident de consacrer une part importante de leur énergie, de leur qualité, de leur talent pour les autres. Et je suis vraiment très très heureux que Georgina Siaba puisse ce soir recevoir ce prix. Vous avez vu au travers de ce reportage donc cet engagement qu'elle a. Elle est l'incarnation même de cette excellence portée par l'éducation française. Elle parle coréen suite à son séjour en Corée. Elle travaille pour une entreprise coréenne, mais dans le développement des relations avec son pays, avec la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, elle se mobilise chaque jour pour développer son association et permettre donc à de nombreux enfants d'accéder aux livres. C'est quelque chose, évidemment, dans nos pays, on oublie la valeur d'un livre, on en a facilement, mais pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voyager dans ces pays ou d'y vivre, ils savent qu'un livre, un cahier, un crayon, c'est quelque chose d'une valeur inouïe pour beaucoup d'enfants. Et donc, voilà, son travail, son action est ce soir récompensée. Et j'en suis vraiment très heureux parce qu'elle est vraiment cette incarnation de ce que l'on souhaite développer grâce à l'enseignement français. Donc nous sommes très fiers et nous la remercions. Eh bien, elle aussi, elle va nous remercier. Je vous propose d'écouter un petit passage de ses remerciements qu'elle nous a envoyé, un petit message de sa part de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, je suis navrée de ne pas être dévote pour cette célébration, mais je reste ô combien de fois fière et
émue de recevoir cette prestigieuse distinction. Je dis un grand merci à l'AEFE et au Petit Journal. Ce prix, c'est une charmante façon de montrer à quel point, au-delà de l'éducation élémentaire qu'on a pu recevoir de l'AEFE, qu'elle tient à nous et tient à tisser sa toile à l'étranger avec nous. Versus, ce prix renvoie un message fort qui est celui qu'on peut encore aboutir à des mutations sociales en Afrique en maintenant un lien de coopération avec la France. Et ça, c'est une très belle victoire et ça fait plaisir. Alors j'appelle Anita Ibriga. Anita, venez. Là, vous allez recevoir au nom de Georgina et de cette association ce prix donc des anciens élèves des lycées français du monde. Merci. Alors, Anita, je vais vous donc poser quelques questions concernant cette association. On l'a dit, il y a 3 bibliothèques désormais ouvertes en Côte d'Ivoire. Il y en a une qui est au Cameroun et puis une maintenant en République démocratique du Congo. C'est ça, à Kinshasa. Alors ça touche, elle cible ces jeunes filles qui souvent sont les oubliées de l'éducation. On sait qu'en Afrique, la problématique de l'éducation, elle est vraiment, vraiment très importante. Un livre ici en France n'est rien, mais en Afrique, ça représente beaucoup. Et moi, j'ai vraiment apprécié la grandeur d'âme que cette jeune fille elle a eue de créer cette association, voilà, et de penser, parce qu'elle, elle a eu le privilège de faire des lycées français, parce que son père, il est diplomate, mais il y en a qui sont en Afrique et qui n'arrivent pas à se scolariser, surtout les jeunes filles. Donc moi, j'ai tout de suite épousé l'idée et j'ai intégré son association comme bénévole et j'apporte ce que je peux, que ce soit financier ou technique. Bah voilà, alors ça commence par de la collecte de livres ici en France. Exactement. Donc on collecte des livres ici en France pour les ramener en Afrique et on essaie d'ouvrir des bibliothèques organisées pour permettre à ces jeunes filles-là de s'éduquer, de lire et puis voilà. Vous êtes d'origine burkinabé, il n'y en a pas encore au Burkina Faso? Non, il n'y en a pas encore au Burkina Faso, mais on y travaille. Mais aussi, je suis dans une association, voilà, donc on travaille ensemble et ça va se faire. Vous travaillez aussi, ça c'est un projet peut-être à plus long terme, mais avec cette association à la création d'un manuel qui serait spécifiquement adapté aux réalités africaines. Exactement, c'est ça, c'est bien beau d'avoir des livres qui viennent de France, mais c'est aussi important voilà, d'avoir des livres qui reflètent un peu les réalités de chez nous et qui permettent aux jeunes filles de se retrouver. Bien, merci beaucoup. Anita Ibriga, donc, qui représentait Georgina Siaba pour ce 3e trophée. Voilà, et vous allez pouvoir lui envoyer toutes les vidéos que vous avez faites pendant la cérémonie, elle va être contente. On va parler d'innovation maintenant avec le 4e trophée, il en reste 4. Et on va aller en Australie, sur la Grande Barrière de Corail, qui est un endroit absolument magique. On a tous sans doute en tête, en tout cas pour les plus anciens dans cette auguste assemblée, les films du commandant Cousteau, qui montrait ces merveilles sous-marines. Le lauréat qu'on va voir, d'ailleurs, on le compare parfois au commandant Cousteau, vous allez l'entendre. C'est un passionné de plongée et un passionné d'images. Il a combiné ces deux passions. Il a arrêté de faire ce qu'il faisait avant dans le domaine commercial pour en faire son activité principale, celle de cartographier les fonds sous-marins. C'est un peu le concept de Google Maps à appliquer aux fonds sous-marins. Et ça a tellement bien marché que ça a intéressé Google. Et qu'aujourd'hui, cette cartographie et ces images sous-marines, de la même manière que vous pouvez trouver sur Google Maps ou Google Earth la rue de la Paix, ou peut-être même ici ce magnifique quai d'Orsay, eh bien, vous pouvez aussi trouver des cartes et des vidéos, enfin et des photos dans lesquelles vous pouvez circuler à 360 degrés sur cette plateforme du géant d'Internet qu'est Google. Cet homme s'appelle Christophe Bellache et on va plonger tout de suite avec lui en Australie. Mr Fly vous présente les trophées des Français de l'étranger.
Cette plage de rêve, elle fait partie du quotidien de Christophe Bellache. Il y a 10 ans, cet ancien consultant a fait tomber la cravate pour se consacrer à la photographie sous-marine, mais avec une caméra unique en son genre. J'ai dû m'inventer finalement développeur de caméra sur le tas pour inventer cette caméra qui n'existait pas auparavant et qui nous a permis donc du coup de créer ces environnements en 360 degrés immersifs sous-marins, à la fois pour la science et pour la communication et la prise de conscience des océans au plus grand nombre. Ces images incroyables, elles ont un but bien précis: alerter le grand public sur les menaces encourues par les océans. En partenariat avec Google, il a rendu les fonds marins accessibles à tous, depuis l'écran d'un ordinateur. Certaines de ses plus belles photos sont actuellement exposées à Sydney. Leur but, souligner la beauté, mais aussi la fragilité du monde marin. Cette image vraiment représente l'impact du changement climatique sur les océans et sur les récifs coralliens en particulier. Pendant les événements de blanchiment qui ont frappé la grande barrière de corail. Et donc ce corail en particulier m'a attiré mon attention et c'est un petit peu comme une sorte d'appel à l'aide. Un appel à l'aide venu du fond des mers auquel Christophe s'efforce de donner le plus large écho, à l'image d'un autre Français qui a lui aussi dédié sa vie au monde du silence. On l'appelle le Cousteau des temps modernes. C'est un Français très passionné. C'est une aventure formidable d'explorer les océans et de découvrir tous les défis auxquels ils sont confrontés. Une mission qui est encore loin d'être terminée. Pour sa prochaine expédition, il ira plonger en Nouvelle-Calédonie. Mr Fly vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Alors j'appelle Frédéric Pilou de la société Mr Fly qui va remettre ce trophée à notre lauréat innovation ce soir. Frédéric, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Alors Mr Fly, on est une agence de voyage. Par les temps qui courent, c'est pas toujours très simple d'être une agence de voyage. C'est la deuxième année qu'on sponsorise le prix de l'innovation. C'est pour nous quelque chose de très important parce que l'innovation est au cœur de l'ADN de notre société. Il faut savoir qu'on est une société très jeune, on a à peine 5 ans. En 5 ans, on est devenu la deuxième agence de voyage en France. Et tout ça parce qu'on n'a jamais cessé d'innover pour se différencier. C'est donc des éléments clés de notre approche et de notre vision à long terme. Alors effectivement, en ce moment, dans le voyage, la situation est, on ne peut dire, particulièrement compliquée. Et finalement, c'est là où Christophe nous donne un petit peu de baume au cœur, parce qu'il va nous faire voyager virtuellement. C'est au moins ça, c'est un des rares trucs qu'on peut faire encore, et qui, on espère, donnera par la suite envie de revoyager dans un monde ouvert, qu'on espère tous qui reviendra le plus tôt possible. Et donc, ce que moi j'aime en particulier, et donc tout Mr Fly adore dans ton projet, Christophe, c'est le fait d'ouvrir au monde la vue. Moi j'appelle ça un Google Sea View, ce qui est la meilleure réalité, mais ça nous permet à nous de voyager, ce qui est dans notre ADN aussi, d'une autre façon. Et c'est ce qu'on trouve le plus essentiel dans tout ça. Donc on est ravis de voir le succès de ton opération. Et nous, on en serait ravis aussi de pouvoir aller replonger réellement, mais je pense que c'est aussi un petit peu ton cas, si j'ai bien suivi tes projets en Nouvelle-Calédonie qui sont un petit peu en stand-by. Donc, super bravo, et je pense que c'est le moment que tu viennes sur l'estrade. Alors Christophe Bellache, venez nous rejoindre et monter sur cette estrade. Merci Déborah, pour recevoir donc le trophée de l'innovation des Français de l'étranger. Bravo à vous. Christophe, vous avez donc vous êtes lancé comme défi de cartographier les fonds sous-marins. Sachant que les fonds sous-marins représentent à peu près 70% de la surface de la Terre, vous avez du travail pour les 300 prochaines années, là. Oui, c'est à peu près ça, ouais, effectivement. Bon, plaisanterie mise à part, vous vous focalisez notamment sur les récifs coralliens.
pour alerter le monde entier sur le risque de leur disparition. Oui, tout à fait. En fait, comme vous l'avez dit, Antoine, la mer reprend plus de 70% de la surface de la planète. Les récifs coralliens, même si eux-mêmes représentent uniquement 0,1% de la surface des océans, 25% de la biodiversité marine y vit et se développe. Et de nos jours, malheureusement, ces environnements sont dégradés. Mais en fait, c'est un peu sur ce constat-là, il y a quelques années, qu'on a commencé à réfléchir à une façon finalement de trouver un moyen rapide, avec l'urgence, de sensibiliser au maximum le plus grand nombre sur un environnement que les gens ne connaissent pas. Parce que, tout en travaillant de manière scientifique. Tout en travaillant de manière scientifique, effectivement. Quand on pense que plus de 99% des gens ne plongent pas et ne plongeront sans doute jamais, on s'est dit, mais comment fait-on pour essayer de trouver une solution qui permette au plus grand nombre d'aimer et donc par conséquent de protéger un environnement qu'ils n'ont jamais vu ou qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, on a fait l'innovation technologique et on s'est dit le meilleur moyen, c'était finalement de créer ce Google Maps des océans pour prendre les gens, les mettre au cœur de cet environnement, de leur montrer, finalement de créer de l'émotion pour inciter à l'action et à la protection. Donner à voir. Voilà. Donner à voir. Ouais. Alors là, donc avec cette idée sous le bras et votre caméra entièrement inventée par vos soins, vous allez à Mountain View, donc dans la Silicon Valley, frapper à la porte de Google en disant j'ai une idée. Il y a quelqu'un qui dit putain c'est génial. Oui, c'est un peu ça, c'est vrai. Ça s'est passé. Il n'y a pas de hasard dans la vie en fait, mais en l'occurrence à l'époque, on a été un petit peu culotté d'aller au siège de Google en Californie et avec juste des dessins sur un morceau de papier, mais l'idée était très précise, très claire. Et en rencontrant le fondateur de Google Earth à l'époque, qui a tout de suite compris, au bout d'un quart d'heure de meeting, il nous a demandé de ce dont on avait besoin, et grâce à lui, en fait, tout s'est enclenché. Ça change tout quand on a Google avec soi. Oui, ça change tout. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est pas tant l'aspect financier, parce que même si c'est une grande entreprise qui a beaucoup d'argent, finalement, ils n'en donnent pas tant que ça. Mais par contre, pour nous, c'était gagnant-gagnant, parce que ça nous permettait, dans l'idée de toucher un maximum de gens dans le monde entier, d'avoir des plateformes sur lesquelles, même sur Google Maps, par exemple, il y a 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc nos photos, finalement, elles ont été parmi les plus vues au monde. Je vous donne un exemple. Une des photos qu'on a fait sur la Grande Barrière de Corail, au bout de 6 mois, elle a déjà été, je crois que c'était 3 mois plus tard, elle avait été vue déjà 100 millions de fois. Donc et ça donne une caisse de résonance inouïe. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas tant Google pour ce que la société représente nécessairement, mais c'est vraiment un partenariat qui a permis, et qui permet toujours d'ailleurs, de toucher un maximum de personnes autour du monde et d'essayer de faire avancer le débat et d'essayer d'éduquer les gens sur les océans, qui sont une source de vie, et là d'où on vient, et qui nous fournissent, s'il faut-il le repréciser, plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Question, concrètement, quand on va sur Google Maps et il y a un onglet dédié au fond sous-marin ? Il y a plusieurs façons de le faire. On peut chercher sur Google, mais sinon, dans le cadre de l'application de la plateforme Google Earth, il y a un portail en fait, qui s'appelle The World's Ocean, et qui est donc en fait une sorte de sélection de nos meilleures photos, parce qu'on n'a pas tout mis, parce qu'on en a des centaines de milliers. Donc ça, c'est pour l'aspect public, effectivement. Donc les gens peuvent aller faire des plongées virtuelles dans différentes zones du monde. En se déplaçant de manière virtuelle, en regardant à 360 degrés. Exactement. Tout ça avec un élément éducatif, c'est-à-dire que non seulement ça, c'est l'aspect interaction pour tout le monde, on va aussi dans des écoles quand on peut pour essayer de mettre les enfants avec des lunettes dans lesquelles ils s'immersent comme s'ils étaient plongeurs eux-mêmes sans se mouiller. Et puis il y a l'autre aspect que vous l'avez mentionné qui est plus scientifique. Et là, finalement, toutes ces images sont rassemblées sur une base de données qui est accessible par les scientifiques pour qu'ils puissent faire leur travail de protection et de compréhension de l'impact du changement climatique sur les récifs coralliens. Christophe Bellache, merci beaucoup. Christophe, lauréat. Merci à tous. Du trophée de l'innovation. Merci. Merci à vous. 5e trophée, on va parler des entrepreneurs et donc faire cette première incursion au Vietnam. Cette fois-ci, c'est là que le lauréat a posé ses valises après avoir lui aussi beaucoup baroudé, et notamment, alors sans doute par goût de l'aventure, il va nous en parler tout à l'heure, dans des pays qui sont sur la liste rouge ou noire
du Quai d'Orsay ici, ça va de l'Irak en passant par le Nigeria, la Libye et bien d'autres pays qui se sont retrouvés à un moment donné de leur histoire en guerre. Il y a travaillé, il y a créé des entreprises, il a travaillé pour des entreprises et puis il a trouvé son bonheur dans le delta du Mekong, donc au Vietnam, où il y a créé une entreprise qui s'appelle les Vergers du Mekong. Il travaille avec des petits producteurs pour faire du café, pour faire des jus de fruits. Et on va découvrir tout ça en images. Il s'appelle Jean-Luc Voisin. Voici un reportage qui lui est consacré. EDHEC Business School vous présente les trophées des Français de l'étranger. C'est l'histoire d'une entreprise au Vietnam. Jean-Luc Voisin a fondé Le Fruit avec une idée fixe, payer correctement ses récoltants. Ici, dans le delta du Mékong, Le Fruit est l'une des formules de sauvegarde, on va dire, de ces petits fermiers qui essayent de survivre sur des surfaces très petites, sur des fermes qui ont une moyenne de 2 hectares maximum. Si demain, ces petits fermiers quittent leur ferme et partent en ville, donc vont grossir l'exode rural qu'ont connu tous les pays, eh bien on va perdre nos fournisseurs et on va perdre les qualités de nos fruits. Si on part sur un modèle du style français, avec un productivisme qui s'est développé, dans ma génération, on a perdu 80% des fermiers. Si on perd 80% des 15 millions de paysans aujourd'hui dans le delta du Mékong, on va retrouver 11 à 12 millions de gens qui devront fuir leurs terres pour aller se réfugier et gonfler les mégapoles que sont Ho Chi Minh City, qui aujourd'hui a déjà 12 millions d'habitants uniquement. Arrivé au Vietnam il y a 20 ans pour fonder son entreprise, Jean-Luc Voisin emploie aujourd'hui 200 personnes et travaille avec 4000 paysans. On a des producteurs de fruits, des milliers de petits producteurs de fruits dans le delta du Mékong. On travaille avec eux pour transformer ces fruits et on les amène sur les marchés de consommation de ce qu'on peut appeler le sommet de la pyramide, c'est-à-dire les hôtels 4-5 étoiles. Donc on fait le lien direct entre le paysan et le marché, en éliminant le maximum d'intermédiaires pour que le producteur puisse profiter de prix plus élevés. EDHEC Business School vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Voilà pour ce trophée de l'entrepreneur que va remettre Emmanuel Mettet, le directeur général d'EDHEC Business School. Emmanuel, je vous invite à nous rejoindre pour présenter ce trophée. Merci Antoine, mesdames, messieurs, cher Hervé, cher lauréat. C'est évidemment un immense plaisir pour moi de remettre ce prix à Jean-Luc. Alors tout à l'heure, quand on a échangé, vous m'avez dit tout de suite, moi je ne suis pas diplômé de l'EDHEC, je l'ai regretté immédiatement. J'aurais bien aimé, et on a de bons diplômés dans notre école, mais j'aurais bien aimé avoir un diplômé comme vous. Je suis très très fier de vous remettre ce prix. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre vous, on a entendu prendre sa part, on a entendu un livre en France, ça vaut rien, en Afrique ça vaut beaucoup, on a entendu on fait des petits miracles, on a entendu... Et chacun à votre manière, vous changez le monde en fait. Et on a cette chance-là, moi j'ai cette chance-là, l'EDHEC, de travailler avec tout le temps la même génération de jeunes de 20 ans. Et puis notre génération, là, ils ont un truc un peu spécial. Bon, ils ne portent pas de masque dans les soirées, malheureusement, mais ils veulent changer le monde. Ils veulent vraiment changer le monde. Et je crois que depuis maintenant 30 ans à peu près que je suis à l'EDHEC, c'est la génération la plus passionnante de ce point de vue-là que je vois. Et en tout cas, votre entreprise, ce que vous avez fait, ça serait un beau cas pour une business school, vraiment, aujourd'hui. Et je sais, on en a parlé tout à l'heure, que mes étudiants, nos étudiants, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, mais seraient aujourd'hui très, très désireux de travailler dans une entreprise comme la vôtre, quête de sens, recherche d'impact, etc. Alors, évidemment, ce projet-là, on l'aime bien à l'EDHEC parce qu'il est au confluent d'un certain nombre de nos valeurs, hein, comme tous j'allais dire, les sponsors ce soir. L'international, on est né à Lille, dans le Nord. Maintenant, on est à Londres, à Singapour. On se projette partout dans le monde. On a 30% de nos 10 000 étudiants qui sont étrangers. Donc l'international, c'est une valeur et c'est pas que des chiffres. Hein, c'est aussi exposer nos étudiants dans leur formation à cette altérité un peu particulière qu'on va trouver à l'étranger. C'est l'entrepreneuriat. On est né, je le disais tout à l'heure, dans le nord de la France, qui est une grande terre d'entrepreneuriat, d'industriels du nord de la France. Et puis l'EDHEC a toujours gardé un petit peu cet état d'esprit entrepreneur. On a été les premiers à aller s'implanter
à Nice il y a 40 ans. À l'époque, tout le monde nous a regardé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Bon, aujourd'hui, c'est une tendance. On a toujours eu en fait cette ambition à l'EDEC de porter l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est à Station F, on a des incubateurs à Lille, à Nice et bientôt à Singapour. On a dans nos diplômés des gens qui ont créé par exemple Yuka, donc une application qui elle aussi vise à changer le monde. Et puis, dernier élément qui nous paraît important et que votre projet reflète admirablement, c'est l'impact. Notre devise, c'est « Make an Impact ». Et le projet que vous portez, l'entreprise que vous portez, que vous avez développé en un temps long, mais qui aujourd'hui, de mémoire, c'est 200 salariés, c'est 6 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est 2000 exploitants et petits récoltants, comme vous l'exposez là, c'est évidemment des agences un peu partout au Vietnam, en Asie du Sud-Est, au Japon, aux Émirats Arabes Unis. Et donc c'est un développement tout à fait admirable. Et ce qui finalement est le plus touchant et qui m'intéresse moi et qui intéresse l'école, c'est que vous avez réussi, tout en portant une ambition de transformation positive du monde, à faire du business. Donc ce que j'aime dans cette idée, c'est une des valeurs qu'on veut porter, c'est que le business, bien sûr, on ne peut que le reconnaître, a créé des problèmes, a été un problème, est encore un problème, pose des problèmes pour la société, mais il peut devenir une solution. Et d'ailleurs, tous, vous le démontrez, et en particulier, cher Jean-Luc, votre projet le démontre admirablement. Donc merci infiniment, et félicitations, je vous souhaite bonne chance pour les 20, 30 prochaines années. Merci. Jean-Luc Voisin, venez nous rejoindre. Lauréat du trophée de l'entrepreneur. Alors Jean-Luc Voisin, je disais que vous avez... Oh, vous pouvez rester avec nous. Je disais que vous avez beaucoup arpenté le monde. Vous êtes parti de votre Savoie natale avec une envie forcenée d'aller vivre l'aventure, et vous avez choisi des pays toujours compliqués, dangereux, difficiles, pour arriver au Vietnam. Qu'est-ce qui fait que vous avez accroché avec ce pays et que vous avez eu envie, vous, Français, de vous y installer et de créer votre entreprise? Je pense qu'on a tous à un certain moment envie de créer quelque chose qui reste, et puis aussi, surtout, je pense de mettre à profit ce que mes 20 ans de bourlingue autour du monde m'ont apporté. Et notamment, je cherchais à créer quelque chose qui réponde à un certain nombre d'envies, voire de valeurs. Et dans ces valeurs, je mettrais, sans ordre de privilégié, je mettrais l'environnement, protection de l'environnement, puisque je crois que c'est un sujet commun que tous, d'ailleurs, les lauréats quasiment ont aussi. C'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup. Voilà. Et dans l'environnement, moi, je suis issu d'un milieu paysan, un petit paysan de montagne. Donc j'ai trouvé dans le delta du Mékong ces petits paysans qui vivaient finalement un petit peu comme moi il y a 60 ans. À peu près avec les mêmes moyens, et sans prendre d'image, on dit en Savoie les WC au fond du jardin, la maison au fond du jardin, c'est un petit peu comme ça au Vietnam. J'ai retrouvé finalement une espèce d'ambiance. Et puis ces petits paysans, je savais qu'ils allaient être condamnés, comme ils ont été condamnés dans beaucoup de pays, ça a été cité dans le film. Donc j'ai eu une accroche à partir de là. Ensuite, dans ce cadre d'environnement, en travaillant sur le développement des arbres fruitiers, on plante des arbres. Et là, pour vous donner un exemple, en 2 ans, entre 2018 et 2019, on a planté 20 000 arbres, on en plante 20 000 cette année, et on a 100 000 en production dans les 2 ans qui viennent. Tout cela, on le sait, les arbres sont les meilleurs protecteurs contre l'empreinte carbone. Ensuite, il y a un deuxième pilier que j'ai toujours trouvé aussi, qui reste une des bases de notre développement, c'est celui d'une responsabilité sociale, pour nos employés, mais aussi pour ces petits producteurs, donc leur assurer des revenus suffisants. Et c'est vrai que les fruits ont permis, en gros, de multiplier leurs revenus qu'ils avaient d'habitude avec le riz par 3, 4, voire 5, puisqu'actuellement, on essaye plutôt de développer des cultures organiques, des cultures bio, et la culture bio là, permet d'avoir un revenu supplémentaire pour ces producteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que mon marché, de l'autre côté, mon marché, ça reste un marché plutôt riche, c'est vrai. On travaille avec les grands hôtels. Alors en ce moment, on a vu tout à l'heure les problèmes qu'avaient les agences de voyage. Je peux vous dire que les hôtels, ils sont à peu près dans la même panade. Donc nous l'avons été.
Et ça, c'est intéressant aussi, de cette période de tempête, de voir comment une entreprise peut faire face à cette tempête en gardant ses valeurs, en essayant de les conserver au mieux, et voire même en les multipliant. Et là, c'est vraiment pour moi la meilleure des expériences que je suis en train de vivre. On est en plein cœur de cette tempête, on n'est pas sorti. Les résultats sont que j'ai réussi à protéger nos paysans, puisque eux, ils produisent des fruits tous les jours, donc il faut bien les acheter, on ne va pas les gaspiller, on ne va pas refuser. Et il faut protéger notre personnel, il n'y a pas d'assurance sociale, ou en tout cas on n'a pas les couvertures que vous pouvez avoir en France. Donc l'entreprise travaille sans filet. Et sans filet, il faut trouver les moyens. Et on trouve les moyens. Et on y arrive, on serre les coudes, on réduit, on trouve des nouveaux marchés. Comment on trouve de nouveaux marchés, justement, quand tous les hôtels qui sont une destination naturelle de vos produits? Moi, en bon manager, je travaille à la paysanne, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. D'accord. Donc j'avais et ces ananas non plus, donc. Voilà, donc j'avais des lignes de produits pour ce qu'on appelle la GMS, les grandes et moyennes surfaces. Donc on a évidemment appuyé l'accélérateur sur ce type de produit. On a fait plus 30% de croissance dans ce domaine. D'accord. Ensuite, on a développé des produits industriels qu'on commençait. Donc là, ça marche bien, notamment en France, en Corée, dans différents pays. Donc voilà, la société, j'espère, va durer plus de 30 ans. C'est ce que vous m'aviez dit. C'est peut-être pas moi qui verrai la suite, mais peut-être le successeur. Bon, on vous remercie beaucoup en tout cas, et puis merci d'être là ce soir. Voilà, pour ce trophée de l'entrepreneur. Merci beaucoup. Et bon courage pour le retour au Vietnam, parce que vous m'avez raconté ce matin ce qui vous attend en termes de voyage, puis de confinement obligatoire. Je pense que ça va bien se passer. Bon voyage en tout cas. L'avant-dernier trophée, c'est celui du trophée social et humanitaire. Et on va rester donc au Vietnam, car on y a rencontré là-bas quelqu'un d'absolument exceptionnel, un lauréat qui a consacré sa vie à ce pays, un parcours exceptionnel d'abnégation. Il a, je crois qu'on peut le dire, tout donné à ce pays et à ses populations pour arracher des mains des mafias des enfants qui étaient destinés à la prostitution ou aux trafics humains divers et variés. Il a même réussi avec sa foi de charbonnier, à changer la loi et à faire changer la loi d'un pays. Donc quand on est français, qu'on s'installe quelque part et qu'on arrive à faire changer les lois du pays hôte, c'est un merveilleux signe d'accomplissement personnel, et c'est ça que nous allons récompenser ce soir. Son ONG s'appelle Alliance Anti-Trafic et il s'appelle Georges Blanchard, direction le Vietnam. France Média Monde vous présente les trophées des Français de l'étranger. « 25 ans qu'il arpente les ruelles de Saigon, Georges Blanchard défend les victimes de trafic. Femmes prostituées, enfants cibles des réseaux pédophiles. Pour aider ces familles, l'association de Georges prend en charge les frais de scolarité des enfants, ce qui leur permet d'échapper au pire. La maman ne vit que de la prostitution, son mari est un peu handicapé, donc il est inactif, et ils ont 3 enfants. Dans cette petite pièce-là, ils dorment à 4, mais dans toute la maison, ils sont plus d'une dizaine. La problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont endettés de 5 millions et les gosses ont failli être enrôlés en réseau. Ça s'est passé il y a 6 mois. Donc la protection qu'on apporte, c'est clair, elle est déjà complètement indispensable. Aujourd'hui, la famille de Nung assiste à un atelier de sensibilisation, jeux éducatifs et petit déjeuner pour les enfants. Les parents retournent un temps sur les bancs de l'école. Parmi les intervenantes, d'anciennes proies libérées de leur métier. Toutes dénoncent le rôle des mafias, des réseaux qui prêtent aux prostituées de l'argent avec des taux d'intérêt très élevés. Muốn thay đổi nghề đầu tiên là tiền, bởi vì các chị thiếu nợ thiếu nần thì khi mà thay đổi nghề thì thứ nhất là họ chưa biết họ làm nghề gì. Georges Blanchard continue son métier
Il a démantelé des réseaux pédophiles, participé à l'arrestation de criminels, permis à des milliers d'enfants d'aller à l'école plutôt que d'être livrés à la fatalité. France Média Monde vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Pour remettre ce prix à Georges Blanchard, j'appelle Loïc Bérou. Loïc Bérou, mon confrère de France 24, qui est directeur des magazines et qui va nous présenter ce prix et ce lauréat. Bonsoir à tous et merci d'être là. France Média Monde est partenaire du Petit Journal depuis la création de ces trophées de l'étranger. On en est très fiers parce que ça se voit encore avec Georges Blanchard ce soir. Les médias comme France 24, RFI participent aussi du rayonnement du savoir-faire français, de l'influence et de ce qu'on appelle le soft power, au même titre que Georges Blanchard, qui est l'homme qui sait changer les lois dans son pays, dans un univers un peu sombre. Nous, c'est l'information, et l'information, pour être un peu bref ce soir, elle fait face à une formidable injonction contradictoire. On n'a jamais été, dans l'histoire de France 24 et dans l'histoire des médias, aussi écouté, aussi regardé, aussi lu. Pour une anecdote, on était très fiers à France 24 d'avoir franchi en 2019 le cap du milliard de vidéos vues sur Facebook, YouTube et Twitter. Là, on l'a franchi le 31 mai. Littéralement, pendant le confinement, dans cette planète confinée, les gens ont digéré de l'information, et surtout, avec des petits indicateurs qui sont très précieux pour nous, de l'information fiable, de l'information vérifiée sur des médias mainstream, presse écrite, radio, télévision, et sur leur plateforme, leur déclinaison numérique, au détriment, heureusement, un peu de cet univers de fake news et d'infox qu'on subit. Donc, de ce côté-là, c'est une petite lumière dans le tunnel qu'on est en train de traverser. Mais on traverse un tunnel parce qu'il est très, très difficile de travailler aujourd'hui dans le monde. Il était difficile pour ces sujets qui ont été faits après la période de confinement, et vous allez en voir un autre après. Il a été très difficile pour nos reporters de se déplacer, d'y aller. On parle de vous qui allez être confiné 15 jours au Vietnam. C'est super compliqué de travailler, d'autant plus qu'il y a pas mal de régimes autoritaires qui utilisent le paravent des mesures sanitaires pour en fait vous censurer, vous empêcher de vous déplacer, vous empêcher d'avoir des visas. Donc ça, c'est un tableau un peu sombre que je vous dresse, mais ce soir, on a entendu aussi parler de bienveillance, de partage, de générosité. C'est vraiment les valeurs qu'incarnent les candidats ici, et c'est les valeurs qu'incarne Georges Blanchard en particulier, et on est super fiers de l'avoir eu comme lauréat. Bonjour, je dois avant tout remercier le Petit Journal pour l'organisation de cet événement qui présente des Français du bout du monde comme moi. Je remercie RFI et France 24 pour m'avoir choisi pour la catégorie sociale et humanitaire, ainsi que tous les participants et organisateurs de cet événement. Pour ceux qui ne le savent pas encore, mon autobiographie devrait sortir bientôt. Je reprendrai contact avec vous et j'espère un coup de pouce pour promouvoir ce bouquin. Aujourd'hui, j'ai délégué ma sœur pour vous représenter et elle tient à votre disposition des petits dépliants sur nos activités ainsi qu'une lettre de ma part qui est un peu un appel au secours sur notre situation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée que j'aurais bien aimé partager avec vous. Merci Loïc. On va appeler sa sœur Christine Boucharen qui est là avec nous ce soir. Christine, venez sur scène pour recevoir donc ce trophée. Au nom de votre frère, donc trophée social et humanitaire remis par Loïc Bérou. Merci beaucoup. Alors Christine, ce frère, il est assez exceptionnel, il faut bien le dire, et son engagement ne date pas d'hier. Non, il a commencé très jeune, à 15 ans, bon, après une enfance un petit peu difficile. Il s'est retrouvé à travailler à Paris sur les chantiers à 15 ans. Il était logé dans le quartier de Pigalle et il a vu les prostituées. Déjà, ça l'a motivé parce qu'il s'est dit il y a quelque chose dans le social à faire et il a fait des études pour devenir travailleur social. Voilà. Ensuite, il a eu un parcours atypique et depuis tout petit, il rêvait de partir au Vietnam. Et en 92... Il avait rencontré dans sa classe des petits Vietnamiens, voilà, c'est ça qui lui a donné envie, il était fixé sur le Vietnam. Voilà, ça l'avait vraiment beaucoup ému, le sort de ses enfants. Et donc en 92, après avoir fait déjà des choses extraordinaires en France, il a tout liquidé en France et il est parti au Vietnam. Et là-bas, il est arrivé, alors il est parti tout seul, et quand
avec toutes ses économies. Et quand il a vu les enfants dans les rues, il a distribué tout ce qu'il avait. Et puis il est rentré en France. Et là, il m'a dit, faut que je reparte là-bas. On ne peut pas laisser ses enfants. Et on a écrit à toute une série d'associations. Il y en a une qui l'a pris. Et il est parti là-bas pour scolariser des enfants. Il en a devant scolariser quelques centaines. Il en a scolarisé des dizaines de milliers. Il a fait un travail énorme. Et puis, un jour, 2 de ses élèves ont été enlevés. Et c'est comme ça qu'il a découvert la prostitution des enfants. Et il est d'une générosité extrême. Et il y a un truc qui le met en colère, c'est l'injustice. Je ne sais pas, il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas. Et là, ça l'a tellement révolté qu'il est parti en guerre contre tout ce monde absurde et qu'il a voulu aider ses enfants. Alors, il scolarisait déjà des enfants très pauvres et il a voulu démanteler les réseaux de prostitution, ces enfants qui disparaissaient, qui ensuite, quand il y avait des descentes dans les maisons où ils travaillaient, et ces victimes étaient considérées comme des criminels. C'est-à-dire que c'est juste si on n'exigeait pas des rançons, des amendes, et de toute façon, on ne pouvait pas les réintégrer au Vietnam. Donc lui, il s'est battu contre ça. Et ensuite, il a essayé de sauver les enfants, mais il s'est rendu compte, et les jeunes femmes aussi, bien sûr, mais il s'est rendu compte qu'il se battait, il arrivait à écrémer le dessus du problème, mais pas du tout le fond. Et le fond, il s'est dit, il n'y a qu'un moyen, c'est en changeant les lois. Et là, il a changé totalement de fonctionnement, et il s'est attaqué aux lois, il s'est attaqué aux fonctionnaires, il a fait des campagnes pour faire comprendre ce qui se passait. D'abord, le Vietnam niait qu'il y ait de la prostitution sur son territoire. C'était pas très bon pour son image, évidemment, donc voilà. C'est des sujets sensibles. Il s'est battu contre des gens qui niaient complètement le problème. Et ensuite, donc il a vraiment fait un travail énorme et tout seul. C'est ce qui est extraordinaire. Et il a réussi à faire changer les lois. Il a réussi à faire changer les lois. C'est tellement incroyable que vous écrivez une biographie sur sa vie. Oui. Mais c'est incroyable. Et puis c'est son abnégation qui m'affole. Parce que il continue à donner tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. Là, ils n'ont plus rien. Donc lui, il donne sur ce qu'il a. Lui, il a très peu, puisqu'il n'a pas de financeur pour lui. Enfin, il a... Ces filles qui sont étudiantes en France, elles sont étudiantes grâce à leur bourse. Elles n'ont rien d'autre que cette bourse pour vivre. Et lui, il donne tout ce qu'il a. Et là, il ne sait pas ce qu'il va faire dans les mois à venir parce qu'il s'occupe d'enfants de prostituées. S'il ne s'en occupe pas, s'il ne les nourrit pas, si les mères vont les vendre ou les remettre dans le marché de la prostitution. De toute façon, la mafia a la main sur les mères, donc c'est difficile de sauver les enfants. Et en ce moment, ce qui se passe au Vietnam, c'est terrible. Le Vietnam n'est plus considéré comme un pays pauvre, mais la prostitution y est florissante. On espère pouvoir lire bientôt ce livre auquel vous contribuez. Puis, si vous avez ces petits dépliants, j'imagine que ça intéressera sans doute beaucoup de personnes dans le public. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous ce soir pour prendre ce trophée au nom de votre frère, trophée social et humanitaire. Merci, madame. Merci. On arrive au terme de cette cérémonie avec le 7e et dernier trophée consacré à la culture et à l'art de vivre. On va aller à Singapour. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure dans cette soirée, je crois, avec un des campus de l'EDEC, hein, c'est ça. Et on a vu le rôle aussi de la musique et dans le traitement de l'autisme. Voici une autre illustration qui montre que l'art, la culture
et la musique peuvent apporter beaucoup, non seulement à ceux qui la pratiquent, mais à ceux qui la partagent. On va découvrir le Sing Theatre qui a été créé par une Française. Elle s'appelle Nathalie Ribet. C'est une organisation qui organise des spectacles musicaux, des comédies musicales qui s'inspirent de la vie française, qui parlent d'Edith Piaf ou de Starmania, et qui mettent en culture aussi cette culture dans les hôpitaux de Singapour pour partager la joie de la culture pour ceux qui sont malades. On va découvrir donc le parcours de Nathalie Ribet à Singapour, reportage de France 24. Le Courrier international vous présente les trophées des Français de l'étranger. C'est une vocation née avec l'expatriation. Avant d'arriver à Singapour, pour suivre son mari, Nathalie Ribet travaillait dans l'industrie médicale. Mais sa vie professionnelle prend un tournant sur cette scène de l'Alliance française. J'ai commencé sur scène à Singapour dans une version amateur de Starmania. Je me suis retrouvée, alors j'avais jamais fait ça, en train de chanter, de jouer la comédie. Et ça a été une vraie révélation. Aujourd'hui, Nathalie est à la tête d'une compagnie de comédie musicale qui emploie 10 personnes et garde toujours les yeux tournés vers la France. Je sens mon rôle comme faire la promotion de la culture française auprès des Singapouriens. Et nos spectacles, pour la plupart du temps, mettent en scène des histoires de personnes françaises, des pièces de théâtre qui ont été écrites à l'origine en français. Et depuis 2013, la compagnie de Nathalie Ribet ne joue pas uniquement sur scène, mais aussi dans les hôpitaux où le Sing Theatre propose aujourd'hui 1 heure de musique chaque jour. Le professeur Dan Milea se rappelle du grand concert de la dernière fête de la musique. C'était un jour absolument formidable. On voit des patients, on voit des gens qui pulsent. Je suis persuadé que la musique ouvre des portes, que nous, corps soignants, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais si Nathalie Ribet veut amener la musique hors des murs des théâtres, elle veut également transmettre à la Sing Theatre Academy. Alors, je dirais que le bienfait de la comédie musicale, on additionne les bienfaits de la musique, du chant, de la danse. Apprendre à surtout faire confiance, se faire confiance à soi et faire confiance aux autres. Ainsi, Nathalie Ribet espère remplir le public et les scènes de demain. Le Courrier international vous a présenté les trophées des Français de l'étranger. Pour remettre ce prix, j'appelle donc le président du directoire de Courrier international, Arnaud Aubron. Arnaud, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Peut-être qu'il faut que je monte un petit peu cette chose, non? Non, ça va comme ça? Non. Donc je ne sais pas pour vous, mais pour moi qui n'ai pas pu dépasser Marseille dans un sens ou Quiberon dans l'autre depuis des mois et probablement pour les prochains mois, entendre parler de Jordanie, de Côte d'Ivoire, de Vietnam, de Singapour... Ça fait du bien, hein? Ah ouais, ça fait vachement du bien. Donc merci aux équipes du Petit Journal d'avoir maintenu cet événement, parce que je sais que ce n'était pas évident, que vous êtes passé par des hauts et des bas, que ça a été un petit peu compliqué. Et donc bravo d'avoir réussi à nous réunir, parce que ça fait vraiment du bien d'être là. Alors nous, à Courrier International, qui fête ses 30 ans cette année, on s'intéresse aussi aux expatriés. Depuis maintenant 5 ans, on a un site qui s'appelle Courrier Expat, qui s'adresse aussi aux expatriés. Et puis on avait aussi un forum qui également s'adresse aux expatriés, le forum Expat. On a également dû le repousser puisqu'il tombait lui aussi pendant le confinement. On va espérer faire aussi bien que vous et réussir à le maintenir. Le 4 novembre prochain, ça se passera au nouveau siège du groupe Le Monde. C'est moins prestigieux qu'ici, mais pour ceux qui ont déjà vu le bâtiment, c'est assez chouette. À côté de la gare d'Austerlitz, c'est ça? À côté de la gare d'Austerlitz, tout à fait. Ça vaut tout à fait le détour. Alors, on a parlé de secteurs qui étaient un petit peu sinistrés cette année, pour lesquels c'était un petit peu compliqué. Je crois que pour la culture, c'était également une année très compliquée, et notamment pour le spectacle vivant. Je ne sais pas comment c'est à Singapour, mais enfin, si c'est comme en France, effectivement, ça a été très compliqué. Et donc, je suis d'autant plus content que le jury, au mois de février, même si on ne le savait pas à ce moment-là, ait choisi de récompenser une compagnie de théâtre, parce que je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Ici, on récompense toujours des gens qui ont eu plusieurs vies et qui ont des parcours assez extraordinaires. Celui-là, à nouveau ce soir, celui de Nathalie Ribet, il est vraiment
particulier. Donc elle s'est retrouvée par hasard à Singapour en suivant son conjoint. Et Hervé, tu es bien placé pour savoir que des choses merveilleuses peuvent sortir de ce genre de parcours. Et là, c'est ce qui s'est passé, donc, puisque Nathalie, elle travaillait comme directrice marketing dans le domaine de la santé, et puis elle s'est retrouvée chanteuse, puis metteuse en scène, puis productrice, fondatrice d'une compagnie de théâtre, décorée de l'Ordre des Arts et Lettres, et surtout désormais lauréate du Trophée des Français de l'étranger. Voilà, donc je me mets à sa place, moi-même qui à chaque fois que je monte sur cette scène chaque année un petit peu le trac, je me mets à sa place de se retrouver en train de chanter. Heureusement pour vous que je ne le fais pas en chantant, mais je pense que ça n'a pas dû être toujours évident. Un autre aspect de sa carrière que le jury n'a pas pu manquer de récompenser, c'est qu'elle avait commencé par Starmania. Alors comme je suis fan de Starmania, évidemment quand même c'était tout de suite quelque chose d'important. Voilà, donc juste pour dire que en plus d'être une Française à l'étranger, elle est aussi ambassadrice de la culture française, puisque à travers les spectacles qu'elle propose, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, c'est une mise en avant de la culture française à l'étranger. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui était important à souligner, à récompenser. Et puis surtout, le fait d'amener la culture à l'hôpital, pendant que nous, on tapait dans nos mains tous les soirs à 20h pour les soignants, et ben elle amène la culture à l'hôpital. Et je crois qu'en ce moment, on est assez conscient que c'est très important. Donc, je crois que voilà, c'était une lauréate parfaite pour cette occasion. Bonjour de Singapour. Je suis profondément heureuse de recevoir ce prix des Trophées de l'étranger pour la culture et l'art de vivre. Merci au Petit Journal et Courrier International pour le message d'encouragement que vous me donnez. Cela me donne des ailes pour continuer ma mission, qui est de faire la promotion de la culture française à Singapour, amener la musique dans les hôpitaux publics et plus généralement utiliser le théâtre et la musique pour créer un monde meilleur. J'ai eu la chance d'arriver à Singapour il y a près de 25 ans, dans un pays où la scène théâtrale et musicale était limitée. Cela m'a permis, bien que sans expérience, d'y trouver une place et de grandir en même temps que l'art vivant s'est développé. Bien sûr, je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de personnes et de compagnies qui m'ont soutenue et je veux les en remercier du fond du cœur aujourd'hui. Et le dernier et le plus grand merci va à mon mari et mes 3 enfants. Ils m'ont toujours encouragée dans mes grands moments de doute. Merci à tous. Pour ce message sympathique. Et j'appelle Emmanuelle Lebris à monter sur scène, elle qui a travaillé à Singapour avec Nathalie, pour recevoir en son nom ce prix ce trophée de la culture et de l'art de vivre. On sent une personnalité exceptionnelle et quelqu'un de dynamique qui n'a pas eu peur de se jeter à l'eau. Elle aurait pu chanter pour elle. Et puis finalement, elle en a créé une vraie entreprise aujourd'hui. Ah, tout à fait. Après, ça s'est fait progressivement, parce qu'elle avait commencé déjà par une autre compagnie avant. Et elle a continué avec Sing Theater. Mais c'est vrai qu'elle a énormément d'énergie. Et elle a appris à bien connaître Singapour. Elle a appris à aimer Singapour. Et elle a participé effectivement à ce formidable développement culturel, parce qu'à Singapour, il n'y avait pas tant de salles de spectacle. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'offre, et elle a surfé sur cette vague. Alors aujourd'hui, cette compagnie a 3 activités principales. La première, c'est celle de produire des spectacles, oui, comme ceux qu'on a vus. Et les 2 autres, c'est donc les hôpitaux. Les hôpitaux, tout à fait. Et après, apprendre la comédie musicale aux jeunes et aux adultes aussi. L'école, voilà. D'accord. Combien d'élèves sont passés dans ces cours Alors là, beaucoup, parce qu'il y a plusieurs classes, il y a plusieurs niveaux. Je n'aurai pas les chiffres, mais il y a beaucoup d'élèves sont passés par... Moi, je suis revenue de Singapour il y a 10 ans. Quand j'ai quitté Singapour, ils étaient 2 à Sing Theater. Maintenant, ils sont 10. Donc c'est un vrai succès. Ouais. Et donc, toujours avec l'idée
de promouvoir cette culture française, ces chansons françaises, ces comédies musicales. Oui, tout à fait. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup. Dernière question peut-être, quel est l'impact du Covid à Singapour et pour une compagnie comme elle? Tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. La musique dans les hôpitaux, c'est pas possible en ce moment à cause du Covid. Ils ont essayé de faire des choses à distance par Zoom pour essayer quand même de continuer, mais pas en présentiel. Et les spectacles, ça n'a pas repris complètement. Bon. On lui souhaite en tout cas le meilleur pour la suite et on vous remercie d'être venu récupérer et prendre en son nom ce trophée des Français de l'étranger catégorie culture et art de vivre. Et merci à vous. Et je vais redonner la parole à Hervé Hérault, qui est donc à la manœuvre et qui a organisé avec ses équipes cette soirée qui devait avoir lieu en mars. Mais on est très heureux malgré tout et malgré les masques qu'elle ait eu lieu ce soir. Hervé. Merci, je vais être très bref puisqu'il est déjà 20h30 et qu'on va passer au cocktail que vous attendez tous. Les invités au dîner, ça sera 21h dans le petit salon à côté. Merci à tous pour votre présence. C'est vrai que c'est pas toujours évident aujourd'hui de se déplacer, de venir avec les masques, mais voilà, ça nous fait chaud au cœur de vous avoir eu comme public. Félicitations aux fantastiques lauréats, je vous l'avais dit, ils ont un incroyable talent, ils l'ont encore montré cette année. Et puis merci bien sûr à tous nos partenaires, je vais les reciter, la EFE, la Banque Transatlantique, le CNED, EDEC Business School, Mr Fly, Courrier International, France Média Monde et l'hôtel Saint-Paul Paris-Rive-Gauche qui héberge nos lauréats, le ministère des Affaires étrangères aussi bien sûr qui nous accueille ici. Et puis je voudrais adresser également un grand remerciement à toutes mes équipes parce que ça a été beaucoup de travail pour tout modifié depuis mars jusqu'à septembre avec toujours ces incertitudes. Donc bravo à tous, en particulier évidemment à Damien qui a beaucoup travaillé, mais bravo et merci. Et puis encore un grand merci aussi à Antoine pour comme d'habitude, cette magnifique prestation, cette très belle présentation avec le masque. Donc il sait vraiment tout faire. Donc vraiment encore un très grand merci. Je vous remercie une nouvelle fois et j'espère vous accueillir encore en 2021 sans le masque, plus nombreux et avec aussi de très beaux lauréats. Et je vous invite maintenant à passer au cocktail. On va peut-être pas faire de photo de groupe.